les personnes qui vous connaîtraient pas encore, un peu expliquer votre parcours, comment vous en êtes venu à l'architecture et puis cette passion pour l'architecture 20e. Et en deuxième question, c'était cette fragilité de cette architecture, le manque de recul, le fait qu'il y ait le label aussi 20e qui date que de 99 sans protéger les édifices et si vous avez des regrets de bâtiments qui ont pu être disparus, de sanatorium ou autre chose, autre ville, mais c'est un peu toutes ces questions-là. Je vais répondre en remontant les questions. Première observation, il y a un moment où naturellement personne ne s'intéressant à rien, on a laissé partir à la benne des choses extrêmement intéressantes. Je pense notamment à Hector Guimard, un des grands représentants de l'Art Nouveau en France, le Castel Henriette, qui était une chose sublimissime, enfin une habitation donc particulière sublime, est parti s'est laissé détruire sans que personne ne proteste. On est là dans les années 60, la fin des années 60, le début des années 70. Il reste de ce bâtiment que quelques traces dans un film, un film comme on les faisait dans les années 70, plutôt policier léger, où on a quelques plans. Mais donc il y a comme ça toute une série de bâtiments emblématiques qui ont disparu sans que personne ne s'en inquiète. Et puis il y a eu l'apparition d'historiens qualifiés. Je pense notamment à Bernard Marais, par exemple, qui s'est beaucoup intéressé au 19e puis au 20e, voilà, qui a accompagné l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes dans la création du premier guide d'architecture sur la région. Voilà, qui a fait un premier bilan, un premier référencement de tout un corpus de bâtiments. Et quand je disais finalement l'une des vertus des CAUE, c'est de laisser le temps au temps, c'est qu'il y a eu le temps de compréhension qu'il fallait travailler sur ce patrimoine en 20e en Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les recherches faites par Bernard Marais, la première édition du guide, puis sa réédition, puis le moment où on s'est dit mais comment, les CAUE se sont dit mais comment continuer cette action? Est-ce que c'est sous forme d'édition? Est-ce que c'est sous une autre forme? C'est à ce moment-là où j'ai accompagné les réflexions du groupe de l'UR sur qu'est-ce que ça peut être? Et finalement, c'est plutôt orienté et nous sommes arrêtés sur l'idée d'avoir un site. Donc ce site, c'est devenu Archi 2021 et de cette temps laissé au temps à nouveau, c'est de se dire on va chaque année enrichir de quelques exemples repérés par chaque CAUE, proposés à l'UR, choisis collectivement, retenus collectivement, et puis documentés et mis en ligne. Voilà. Donc cette notion de continuité, de pérennité, elle est rare et elle est essentielle pourtant pour que les actions puissent porter leurs fruits. Voilà. Donc ça, c'est le premier plaisir de travailler avec vous, et c'est dans ce temps-là aussi que s'inscrit mon action. C'est-à-dire, je faisais état tout à l'heure du fait qu'il y a le repérage, il y a tout le temps nécessaire à documenter à la fois ce qu'est ce bâtiment, à quel moment il a été construit, par qui il a été construit, l'architecte, mais aussi les entreprises, de voir comment tout ça s'est articulé, à quel programme ça correspondait, à quel moment de développement d'une ville on est. Et puis l'architecte, qu'est-ce qu'il a construit d'autre, et voilà. Et comme ça, on va aller souvent de découverte en découverte et reconstituer la façon dont des programmes se sont venus impacter la vie des gens à certains moments. Comment des choses se sont développées ailleurs et pas du tout là. Naturellement, par exemple, si on est en Loire-Atlantique, au bord de l'océan, naturellement, la campagne de construction des 1000 piscines va guère avoir de sens. Bon, elle va avoir du sens quand on est effectivement au cœur de l'Auvergne, où là, voilà, on n'a pas de lieu vraiment accessible, si ce n'est quelques lacs, mais qui sont souvent trop froids. Donc, on va construire des piscines. On va profiter de la politique d'État pour faire. Voilà. Donc il y a tout ça à arbitrer dans notre analyse que l'on fait. Mais en tout cas, tout ça requiert du temps, et c'est ce que j'apprécie moi dans la collaboration avec les CAUE, c'est qu'à travers des publications, à travers des visites, à travers la réalisation de ce site,
le temps prend, voilà, le temps de laisser du temps au temps, si je puis dire ça de cette façon-là. Et donc laisse aussi le temps au public qui est le vôtre, y compris à commencer par les élus, de s'installer doucement dans une connaissance aussi. Voilà, de pas être percuté comme ça par juste une action, mais voilà, à travers une succession d'expositions, une succession de publications, une succession d'interventions, de comprendre, de se mettre dans un fil qui va les conduire à regarder eux aussi autrement leur territoire. Enfin, c'est au moins ce que je pense qui se passe et ce qui résulte de votre action. En ayant la connaissance qu'on peut avoir des bons choix après, au moins se positionner. Il y avait une deuxième question, c'était sur la façon dont vous organisez vos livres, là, qui était assez intéressante. Si vous pouvez expliquer avec les petits papiers, ouais, la façon d'avoir une vision globale sur un déroulé, des fois on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Alors, mon travail, si je puis dire, il consiste souvent à passer donc par l'édition. Et l'édition, c'est une chaîne d'interlocuteurs. C'est-à-dire, ça commence par une relation avec un commanditaire. Ça passe souvent aussi après par un travail avec un éditeur, puis un travail avec un graphiste. Et finalement, je suis amené à expliquer ce que j'ai dans la tête comme projet, comme organisation du livre, mais de façon totalement abstraite. Et classiquement, ce métier est organisé la relation avec l'éditeur consiste à apporter un jour une pile de textes, une pile d'images, d'illustrations, et puis lui fait la synthèse des deux avec le graphiste. Bon. Moi, j'ai un peu souhaité travailler autrement, c'est-à-dire que j'ai souhaité, dès le début de l'engagement d'un livre, de disposer d'un document qui permette de dire aux uns et aux autres, de mes interlocuteurs, à commencer par l'éditeur, voilà l'idée que je me fais du livre. Voilà l'organisation potentielle du livre. Voilà les documents dont nous disposons. Voilà les problèmes d'articulation entre différents moments du livre, du développement du livre que nous allons devoir régler. Enfin, qui me semble, qui vont apparaître et il va falloir que nous réglions. Et puis, pareil avec le graphiste. Lui dire, ben voilà, l'ensemble du livre, ça va être ça. Maintenant, vous allez faire votre métier. Il n'y a pas question, je suis pas graphiste, donc je vais pas intervenir sur votre façon de concevoir l'ouvrage. Mais, voilà le propos général du livre. Voilà par quelle séquence nous allons passer. Voilà de quel type de document vous allez disposer. Et réfléchissons ensemble à ce que ça peut devenir. Ça, c'est quand on rentre pas dans le cadre d'une collection normée. Je pense par exemple au livre que j'ai écrit sur Louis Arech, sur André Wogensky, dans la collection Carnet d'architectes, donc du Centre national des monuments, enfin du Centre des monuments nationaux plus exactement, où là tout est fixé, déterminé, donc on sait d'avance ce qu'on a à produire et comment va s'organiser le livre. Mais c'est assez rare. En général, on est plutôt dans l'invention, j'allais dire, d'un propos. Voilà, j'ai oublié de parler de l'iconographe qui souvent travaille à la recherche de documents. Et c'est pareil, il a besoin d'avoir une vue globale de ce que va être l'ouvrage. Donc d'où l'idée, alors sans aucune prétention artistique, graphique, et de se dire, voilà, on va faire un petit déroulé du livre. Donc sous une forme très simple, hein, on rassemble à peu près ce qu'on va avoir je rassemble l'iconographie potentielle, je commence à organiser des séquences, et puis voilà, c'est l'ensemble du premier synopsis du livre dont on va pouvoir discuter tous ensemble autour d'une table, en étant sûr que chacun ressort de là en ayant une idée un peu précise de ce que va être ce livre. Naturellement, de ça va donner puisque ça c'était l'origine, le synopsis original du Laprade, ça va finalement se traduire sous une toute autre forme, qui est celui d'une collection de livres, voilà, avec une vraie mise en page, avec une vraie iconographie. Voilà. Mais naturellement, ça va beaucoup évoluer. On va tous travailler à améliorer la proposition d'origine. Ça va changer parce que telle image qui était prévue va pas arriver et qu'on va devoir en avoir une autre. Qu'au fil d'élaboration du livre, on va se dire mais non, telle partie, il faut qu'elle soit plus conséquente, mieux documentée, etc. Donc elle va prendre plus d'ampleur. Donc on va être obligé de réduire une autre partie pour pas passer à 200
50 pages quand on a juste 160 de calibré. Bon, voilà. Mais au moins, on le fait tous ensemble en conscience de ce que l'on est en train de construire. Comment je suis tombé dans l'architecture? Très simplement, comme finalement dans chaque période de ma vie, par hasard. Et j'ai toujours accordé j'ai toujours été très disponible vis-à-vis du hasard. Et il se trouve que quand j'étais sorti, juste avant de sortir du lycée, je m'étais dit j'allais devenir marchand d'art. Donc j'étais intéressé par la peinture moderne et contemporaine, et je m'étais dit là, voilà, c'est là qu'est ma direction. Cette direction, je l'avais découverte déjà totalement par hasard. Et se posait la question, je suis issu d'un milieu simple, mes parents n'avaient aucune idée de comment on peut devenir naturellement marchand d'art. L'art n'ayant jamais été dans leurs préoccupations, milieu culturel non plus. Donc je me suis mis à chercher où je pouvais apprendre. Et naturellement, la Sorbonne, l'Institut d'art et d'archéologie, était un des points désignés. Au moins j'entendrais parler d'art. Bon, pas fort. Donc je me suis inscrit à l'Institut d'art et d'archéologie de la rue Michelet. Et premier contact avec les enseignants, ça a été de me dire, mais jeune homme, m'a regardé de haut, on me dit, mais jeune homme, art contemporain ici, jamais. C'est clair, jamais. Peut-être au stade du doctorat, vous aurez une éventuelle ouverture, mais d'ici là, n'y comptez pas. Bon, mon enthousiasme était un peu refroidi, mais ma ligne demeurait quand même. Et je suis rentré dans une école privée, qui s'appelait l'Institut des carrières artistiques. Et il se trouve que cette école avait ça d'absolument extraordinaire, c'est que elle était ouverte à tout. Et donc vous disiez, je voudrais demain que Christo vienne faire un cours. C'était pas demain que Christo débarquait, mais c'était 3 semaines après. Il disait, tiens, j'aimerais bien avoir une conférence de Georges Mathieu. Oui, qu'à cela ne tienne, voilà. Nous avons été ma centaine d'élèves et moi nourris à cette facilité d'accès aux gens. Et un jour est arrivé Max Kérien, donc qui était le premier directeur de l'architecture en France, donc qui avait créé cette fonction sous le ministère d'André Malraux. Et cet homme, en l'espace de 10 minutes, a été capable, par ses propos qui s'adressaient non pas directement à moi, mais à un ensemble de jeunes, de me faire comprendre que ce que je cherchais à travers la peinture et la sculpture, c'était une relation à l'espace en réalité. Et que la vraie relation à l'espace, elle était dans l'architecture. Et c'est là où s'est ouverte une porte pour moi, et qui s'est traduite peu de temps après, 1 an après, par la mise en chantier de ce guide d'architecture, qui a été mon diplôme de fin d'études, fait avec donc Jean-Pierre Monet, qui a coécrit l'ensemble des textes avec moi, et puis Marco Crétol, donc qui a lui fait l'ensemble des photos. Et tout ça pieusement porté dans les locaux de l'architecture d'aujourd'hui, qui était à l'époque la grande revue dominante, qui venait d'être achetée. Donc André Bloch son fondateur était mort, Marguerite Bloch, sa veuve, souhaitait se dessaisir de la revue, et Jean-Louis Servan-Schreiber, donc qui était créateur du groupe de presse de l'Expansion, s'est dit tiens, il y a peut-être là une affaire à faire, donc à racheter l'architecture d'aujourd'hui. Il a mis en place un jeune éditeur délégué, donc qui était un gestionnaire très très évolué, qui s'appelait Christian Saramon, qui était photographe d'origine. Et quand il a vu arriver le manuscrit, j'allais dire, du bouquin, s'est dit on édite. Voilà. Et a commencé, s'est engagé immédiatement ce passage des études à l'application concrète, à transformation de ce diplôme de fin d'études en livre. Première édition, deuxième édition, et puis j'ai été après happé par le même Christian Saramon, m'a fait rentrer au sein du groupe du Moniteur des travaux publics. Voilà, donc j'ai connu aussi le fonctionnement des revues d'architecture, puisque le Moniteur des travaux publics avait racheté l'ancienne, la défunte et la très mauvaise architecture française, donc la revue qui avait été créée pendant l'occupation contre André Bloch, juif d'origine, donc on était vraiment dans des oppositions très 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 violentes. La France française contre les personnes malfaisantes.
On en était vraiment là, à ce niveau de pensée, enfin, redoutable, quoi, de bêtises. Et voilà. Et donc, Marc-Noël Vigier, qui dirigeait à ce moment-là le groupe du Moniteur, avait ça, et il s'est dit, bah, je vais filer ça à des jeunes en leur disant, vous vous démerdez, vous me relevez ça, et puis, voilà. Faites en sorte, moi, quand je suis rentré, on m'a dit, dans un an, il faut qu'on ait 10 000 abonnés. C'est une belle confiance. Oui, une confiance, voilà. Enfin, en même temps, mise à l'épreuve un peu violente, quoi. Voilà. Et la découverte de personnages comme Patrice Goulet, qui était à ce moment-là totalement engagé dans l'écriture sur l'architecture, qui était wrightien, mais qui découvrait sans arrêt des choses, enfin des bâtiments extraordinaires, qui était un vrai précurseur dans l'observation de l'architecture en France, mais aussi dans les pays et aux États-Unis, dans les pays voisins et aux États-Unis. J'ai rencontré à cette occasion Michel Verne, immense historien aussi, féru du 19e siècle. J'ai rencontré Bernard Marais. Enfin, voilà, vous voyez. Voilà. Et progressivement, comme ça ne fait qu'amplifier cet intérêt à la fois pour l'histoire et l'architecture au temps présent. J'ai publié Alain Sarfati quand il débutait. Voilà, l'AUA, ils étaient déjà c'était déjà une agence très très solidement constituée quand j'ai écrit sur eux. Enfin, oui, voilà. Là, c'est pas sous forme de livre, hein, c'est vraiment sous forme d'articles dans les revues. Claude Parent était aussi de la bande des jeunes trublions, voilà. Et chose extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même eu un moment où cette revue redressée, en voie de redressement, avait un comité éditorial auquel assistaient vraiment un certain nombre de grands noms de l'architecture ou de grands noms de la critique architecturale. Voilà. Et ça, c'était aussi tout bonheur de se confronter à des sommités dans un cadre comme ça. D'apprentissage, parce que j'étais encore en apprentissage. Voilà. Une réponse bien longue à une question courte, mais... Ouais, c'est passionnant. Et après, une dernière question plus philosophique, c'est à quoi rêvez-vous de ville idéale, la nuit, et puis dans une réincarnation, quel métier vous souhaiteriez aboutir? Ouais, ça peut être intéressant aussi de savoir. Alors, très bizarrement, j'ai très très vite compris que dessiner n'était pas mon domaine, que créer une architecture, il valait mieux que je m'abstienne, que envisager une carrière d'architecte, il valait mieux que là, j'y renonce d'entrée de jeu. Par contre, cet intérêt pour l'architecture et le profond attrait que j'ai toujours dès que j'étais tout petit pour l'écriture, ça pouvait quand même s'emboîter l'un avec l'autre. Donc le fait est que je me suis très très vite, je suis très vite passé à l'écriture sur l'architecture. Et les villes rêvées, je rêve de villes la nuit, effectivement. J'en crée, mais à grande échelle. En général, elles sont plutôt situées sur des terrains en pente, elles sont plutôt un peu un emboîtage entre l'Art Nouveau et le monde moderne. Enfin, elles sont toujours très très particulières. Mais le matin, quand je me réveille, je suis naturellement incapable de prendre un crayon et de redessiner ce que j'ai rêvé. Voilà, pour répondre de façon un peu symbolique à votre question. Je recommencerai simplement. Je pense que je passerai par des bases universitaires plus solides que celles que j'ai eues. Non pas que j'ai envie de rentrer dans des circuits institutionnels. Je vois quand même bien la facilité qu'ont des collègues qui rédigent, qui publient des ouvrages sur l'architecture quand ils ont attaché à eux 20, 30, 40, 50 étudiants et la facilité que ça leur apporte pour réunir de la documentation, à avancer plus vite que je ne peux le faire moi en étant solitaire. Voilà. Mais le poids de l'institution, c'est quelque chose qui me va pas. Je suis pas taillé pour être docile. Je suis pas taillé pour qu'on me donne des instructions. Donc si c'était à recommencer, je recommencerais exactement sur les mêmes bases, simplement en musclant plus intellectuellement dans la phase amont. Voilà, histoire de gagner du temps sur. Et à quelle époque vous souhaiteriez idéalement vous projeter? Je sais bien de vivre aujourd'hui. Non, mais moi je trouve que, si vous voulez, ces années des années 60 aux années 2020, c'est d'une telle contradiction
que vous voyez passer le pendule de l'histoire à un moment, puis vous le voyez repartir dans une toute autre dimension. Et là, moi, je regarde ça avec des grands yeux éblouis en me disant, mais c'est ça l'humanité, c'est possible d'être comme ça, c'est possible il y ait une telle amnésie collective on est en train de prôner des valeurs dont on sait, enfin aujourd'hui, dont on sait à quoi elles nous ont conduits en 39. Enfin, on est en train de faire un remake des années 30, à mon sens, extrêmement dangereux pour l'humanité. Mais on y va joyeusement. Enfin, voilà, ça n'interpelle pas grand monde de se dire, mais attention, enfin, faisons gaffe quand même à ce qu'on raconte. Cette façon de laisser se répandre des idées, d'une façon de piétiner ce qui faisait notre ossature commune, le racisme qui se développe, y compris dans les structures d'État, dans les fonctions publiques territoriales, dans les fonctions publiques d'État, etc. C'est quand même redoutable, enfin, ce qu'on voit se passer. Voilà. Quand un député représentant du peuple vient dire ce qui a été dit au cœur de l'Assemblée nationale, que le président de la République ne tape pas du poing sur la table et se contente du fait que le gars, ce député-là, soit dispensé de sa rétribution pendant 15 jours, je trouve ça parfaitement, à la fois illustration de l'époque, mais parfaitement scandaleux. J'avais une dernière question pour vous, parce qu'on a parcouru un spectre très large, donc les 50 dernières années. Vous avez pu voir l'évolution de l'architecture et puis de toutes les pratiques qui l'environnent. On a commencé à avoir un élément de réponse avec la discussion avec Philippe Duffieux, mais 50 dernières années, qu'est-ce que vous imagineriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les architectes, peut-être pour l'architecture, pour les 50 prochaines années? Qu'est-ce que vous voudriez ou vous verriez apparaître ou se développer pour le demi-siècle à venir? Qu'elle cesse d'être un sport de combat pour devenir une valeur partagée. Hein, je faisais allusion à l'attitude héroïque quasiment d'intercesseur entre Dieu et le peuple qu'ont souvent les architectes. J'aimerais bien que ça cesse, que l'architecture soit admise, reconnue pour ce qu'elle est, donc que les architectes s'organisent eux aussi dans leur pratique professionnelle pour pouvoir vraiment exercer leur profession de façon sereine, apporter une réelle valeur ajoutée aux espaces de la vie publique ou de la vie privée. Je faisais allusion à la promenade architecturale. J'avais naturellement dans la pensée, par exemple, la maison que André Wogensky a construite pour lui et pour Martha Pan, où à chaque instant, le regard est sollicité par un instant de travail sur la matière, un instant de relation à la couleur, un instant de relation à la lumière naturelle, un instant de regard à un reflet qu'apporte un bassin extérieur sur le béton banché d'un plafond, enfin, etc., des différentes espacements volumétrie des circulations, par exemple, la qualité d'un escalier, voilà. Tout ça fait que cette petite maison paraît être un palais, tellement elle est riche, tellement elle apporte des sensations. Et j'opposais ça naturellement à ce que je vous racontais je suis assis pendant 50 minutes dans un lieu qui est tellement sordide que vous demandez bien comment il a pu être conçu comme ça. Donc oui, je pense que les architectes, ils ont encore beaucoup à apporter à notre vie collective, à chaque instant de notre vie, et j'espère qu'ils trouveront les moyens de le faire. Il y a toute une sensibilisation qui se fait, mais elle se fait au compte-gouttes. Elle est, j'allais dire, insuffisante par rapport à quelle que soit toute l'énergie que nous mettions à le faire. Elle est très insuffisante par rapport à l'état de conscience de la population et par rapport à la masse de ce qui se produit encore aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup à faire. J'espère que ça sera fait. C'est mon seul souhait vraiment fondamental, c'est que on aille sans arrêt vers mieux pour tout le monde. Voilà. Et qu'on ne laisse pas, notamment la question du logement collectif comme ça, sous le tapis, en l'abandonnant à des promoteurs privés, à partir de quelques réponses toutes faites et d'une customisation assez fruste, on va dire, des immeubles et des espaces. Voilà. On va essayer.